Monsieur Dambélé Moustapha, bonjour. Bonjour. Votre organisation, on le sait, s'investit davantage dans les questions de genre. C'est un choix, pourquoi? C'est un choix en effet, et je dirais que les questions de genre sont de plus en plus transversales et s'appliquent à toutes sortes d'initiatives, de programmes et de projets. Mais il faut d'abord l'ancrer dans le système des Nations Unies. Le système des Nations Unies, c'est donner le genre comme priorité. Ensuite, il ne faut pas oublier que nous sommes des agents de mise en œuvre de la politique d'aide internationale féministe canadienne. Donc, c'est le premier pays qui a fait en sorte de mettre en évidence ou en exergue les enjeux du féminisme dans sa politique internationale en tant que telle. Donc, chaque action de la politique canadienne qui est portée au nom de la politique canadienne se fait dans une perspective féministe. Et je dirais que d'une façon générale, là, on a parlé des questions de forme, mais sur le contenu, on sait que la femme est peut-être la première agente responsable du développement. On pense notamment aux questions de santé sexuelle et reproductive. Donc, ce sont les femmes qui mettent au monde les enfants de demain et ce sont les femmes qui ont ce rôle-là central dans l'éducation des enfants, dans la société, dans le contrôle du planning familial, dans les naissances. Donc, il y a un certain nombre de choses en amont que les femmes maîtrisent dans le développement. Donc, en touchant les femmes prioritairement, on adresse énormément d'enjeux de développement. Justement, quel regard vous portez sur la situation de la femme en Côte d'Ivoire? Fort de l'expérience déjà qu'on avait en Afrique de l'Ouest, on a essayé de revoir en fait les éléments d'analyse. Donc on parle d'inégalité, d'opportunités, de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. On parle aussi des questions de genre, donc qui est différent de la question de sexe. Mais sur la Côte d'Ivoire particulièrement, on a remarqué un certain nombre d'enjeux clés que je vais reprendre. Donc les violences domestiques visant les filles et les jeunes femmes, les mutilations génitales et féminines, surtout dans certaines communautés. La question de droits fonciers pour les femmes dans le milieu rural, notamment à l'ouest, où certaines femmes ne peuvent pas avoir accès aux droits fonciers pour des questions coutumières et de tradition. Et je dirais malheureusement, on est les champions dans les grossesses scolaires au monde, je crois, selon les dernières statistiques. Donc les grossesses non désirées en milieu scolaire qui touchent les jeunes filles. On a les questions du décrochage aussi de la jeune fille, mais aussi un enjeu qui est revenu particulièrement, c'est la participation politique des femmes et la représentation dans les instances de décision. Donc je pense qu'il y a déjà 2 ou 3 ans, il y a un projet de loi qui a été porté en ce sens pour qu'il y ait au moins 30% de femmes qui soient associées à toutes les élections de ce pays. Et je dirais un enjeu émergent qui est de s'attaquer aux femmes en situation d'emprisonnement. Donc, est-ce que les institutions carcérales prennent en question les enjeux propres à la femme dans ce type d'institution-là? Donc, pour récapituler, c'est un peu ça les enjeux spécifiques à la femme en Côte d'Ivoire. Vous dites qu'il y a du travail à faire? Oui, il y a énormément du travail à faire et on travaille en ce sens. On vous a vu à la faveur donc des 16 jours d'activisme dédiés donc au combat en faveur de la femme. On vous a vu très actif sur le terrain. Quel résultat vous attendez d'un tel engagement? Je dirais que les 16 jours d'activisme sont un peu la face visible de l'iceberg. Donc c'est une activité de plaidoyer qui consacre en fait toute notre activité qui se situe un peu plus en amont, qui vise à justement mettre de l'avant nos partenaires et leurs activités. Donc on a vu que nous avons associé nos 4 partenaires, le RIDEF, GFM3, Lead Africaine et le CEFSI, qui ont pu justement démontrer leur expertise et s'insérer dans une communauté et réaliser un théâtre participatif pour essayer de sensibiliser les femmes aux questions de violence basées sur le genre. Donc ça, c'était ce qui était prévu pour les 16 jours d'activisme et aussi plusieurs ouvertures au niveau des médias, donc pour diffuser le message. Déjà, il faudrait dire que j'ai situé notre activité de plaidoyer récente comme la face visible de l'iceberg, mais ce qu'on fait fondamentalement, c'est de s'attaquer à 4 choses. Donc, la première des choses, c'est sur la question de l'autonomisation économique de la femme. Comment est-ce que la femme peut avoir des activités génératrices de revenus? Le leadership politique et le leadership communautaire, les questions de santé sexuelle et reproductive et bien entendu la violence basée sur le genre. Comment est-ce qu'on adresse ces enjeux-là? Nous, Carrefour International, on sélectionne un certain nombre de partenaires qui sont déjà très très actifs sur le terrain, donc les organisations non gouvernementales que j'ai citées. On finance des initiatives de développement autour des questions de genre. Donc en ce moment, on mène de front 3 initiatives de réponse d'ailleurs à la Covid axées sur les enjeux de genre auprès de certains bénéficiaires de ces partenaires-là. Donc un projet qui vise à la sensibilisation sur l'hygiène de la femme ou de la jeune fille à Niakara en contexte scolaire. Un projet plus de plaidoyer à l'échelle nationale pour essayer d'anticiper ou de prendre en charge de façon communautaire les VBG.
Donc, comme on l'a vu un peu dans certaines communautés, on règle les différends à l'amiable. Tandis que il y a lieu de partir souvent à la justice. Donc, comment aller justement dans ce processus de judiciarisation? Et le troisième projet qu'on développe avec un de nos partenaires, c'est justement la surveillance de la chaîne pénale. Une fois qu'on a dénoncé quelqu'un qui a réalisé un acte de violence basé sur le genre, comment est-ce que le dossier est suivi? Est-ce qu'il y a des résultats? Et quelle est la prise en charge, oui, judiciaire, mais la prise en charge médico-légale aussi? Donc, on a vu que récemment, les femmes n'ont plus besoin de prouver par un certificat qu'elles ont été violentées, en l'occurrence violées. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose et nous participons justement à travailler sur ces enjeux-là. En plus de ça, nous affectons, et c'est peut-être la majeure partie de nos activités, des volontaires internationaux, donc des professionnels auprès de nos partenaires, dans une perspective de renforcement de capacité. Donc on réalise un diagnostic organisationnel de ces organisations féministes-là et on affecte des ressources humaines très qualifiés, la plupart du temps venant du Canada, donc qu'on appelle des mandats nord-sud ou des locaux qui sont extra-ivoiriens pour des questions administratives liées au programme, qui travaillent sur des enjeux de développement organisationnel, de comptabilité, mais essentiellement basés sur le genre. Et en plus de ça, on organise aussi des activités de plaidoyer comme vous avez pu le voir. Donc, vous êtes sur le terrain, on peut se rendre compte. Est-ce que vous sentez que les choses bougent? Vous sentez un changement, une sorte de prise de conscience? Oui, on sent un changement par le repérage, je dirais, de signes. Vous savez, dans le social, souvent, il est difficile de mesurer ou de quantifier le changement parce que c'est un effort constant. Mais il faut se satisfaire de certains signes, quand bien même. Nous avons la médiatisation de certains cas de VBG depuis quelques années, ce qui ne se faisait pas auparavant. Nous avons la médiatisation aussi de comportements qui portent atteinte à la dignité des femmes. Donc, pour ne pas citer une télévision qu'on connaît bien, qui a eu justement un précédent vis-à-vis de cet enjeu-là. Nous avons des organisations de la société civile qui combattent au jour le jour pour arracher certaines lois, arracher certaines décisions. Par exemple, la question de la représentation de la femme au niveau des élections, les organisations avec lesquelles nous travaillons ont fait partie de la discussion. Là, il y a aussi la question du SMIC à l'époque, notamment pour le personnel domestique. Donc, on sait que c'est essentiellement des femmes. Nos organisations ont fait partie de la prise de décision. Donc, c'est des choses qui sont assez incrémentales, donc qui viennent s'ajouter petit à petit. Et bien entendu, on voit des signes de changement. À partir de ces signes de changement, est-ce que vous êtes en droit d'espérer ou de nous dire que la situation de la femme en Côte d'Ivoire sera bien meilleure demain? Oui, bien entendu. Du fait de la prise de conscience et des actions en synergie qui sont réalisées, je n'ai pas peut-être mentionné le rôle de l'État à travers le ministère de la Femme, de la Famille et des Enfants qui prend très à sérieux ces questions-là. Mais je dirais oui, et je dirais trois choses. Nous, on travaille selon une approche qu'on appelle une approche basée sur les droits. L'approche basée sur les droits, nous avons ce qu'on appelle les détenteurs d'obligations, les détenteurs de responsabilités, les détenteurs des droits. Les détenteurs des droits, ce sont les femmes. Les détenteurs d'obligations, ce sont des personnes dans la communauté qui ont une certaine caution morale ou une certaine autorité et qui doivent participer à la discussion. Donc, nous nous sommes rendus, par exemple, dans cette communauté qui s'appelait à l'époque Colombie, je pense les Oliviers aujourd'hui, où on a associé les autorités coutumières. Parce que sans elles, le travail ne peut pas se faire parce qu'elles ont un pouvoir. Donc, c'est ce qu'on appelle les détenteurs d'obligations. Et les détenteurs de responsabilités plutôt, et les détenteurs d'obligations, c'est l'État. Donc, une fois qu'une femme est allée dénoncer un acte de violence basé sur le genre, est-ce que la policière le regarde ou la regarde avec une sorte de suspicion, ne la prend pas au sérieux, de telle sorte qu'elle-même se décourage dans le processus? Est-ce que la personne même qui a commis cet acte ne vient pas corrompre par un bakchiche les autorités? Donc, il y a toutes ces questions-là aussi qu'on essaie d'adresser en visibilisant certains cas. Parce que, vous savez, notamment en matière de corruption ou de choses comme ça, c'est pas tant l'action que de mettre la lumière sur l'action pour ne pas que ça se répète. Voilà un peu le portrait. Je pense qu'on a le droit d'attendre de belles choses de la Côte d'Ivoire. Et comme je le disais, pourquoi pas une femme présidente? La Banque mondiale dit l'avenir de l'Afrique, ce sont les filles et les femmes. Vous épousez cette idée? Oui, j'épouse cette idée, mais ce sont les filles et les femmes avec les hommes et les garçons. Monsieur Dambélé Moustapha, responsable pays de l'ONG Carrefour International, je vous remercie. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.